Peut-on mener une carrière de super grande DIRCOM auprès de très grandes marques tout en ayant une famille épanouie qui vous aime, que vous aimez et qui ne fait pas de reproches quant à votre disponibilité, semaines et week-ends compris? Eh bien, je vais vous faire un énorme coup de spoiler d'emblée. Oui, c'est possible, et Christine Esric-Roca, directrice de la communication et des affaires publiques de Sodial, va vous le prouver dans cette première partie d'épisode en sa compagnie. Si je vous dis Sodial, il y a peu de chances que ce nom vous dise quelque chose. Et pourtant, si je vous parle des marques de Sodial, là, vous allez vous apercevoir que vous les avez dans votre frigo depuis belle lurette. Je n'en dis pas plus et laisserai Christine vous présenter Sodial, ainsi que ses magnifiques marques mondiales. Je suis Laurent François, fondateur et dirigeant de l'agence Maverick, et je vous avoue que cet épisode, vous l'avez compris en 2 parties, en compagnie de Christine, va vous parler non seulement d'humain, car nous allons parler évidemment de RSE, et là dans une très belle structure comme Sodial, ce n'est absolument pas du greenwashing. Très bonne écoute, en compagnie de Christine Esric-Roca, directrice de la communication et des affaires publiques de Sodial. Le décodeur de la communication, un podcast de l'agence Maverick. Salut Christine. Bonjour Laurent. Comment ça va? Bon écoute, pas mal. Merci à toi de me recevoir chez Sodial, dans le 14e arrondissement où j'ai vécu, mais c'est formidable. Ouais, c'est un quartier qui est sympa. On est bien d'accord, la Porte de Vanves, c'est le plus beau quartier de Paris, évidemment. Alors je sais pas Laurent si je dirais ça, parce que tu sais que tu parles à une Annécienne. Et quand je viens à Paris, j'ai pas le même regard peut-être que toi. On est bien d'accord. Bon, c'est vrai que la Porte de Vanves, c'est sympa. Bon, c'est juste au sortir du métro, ça intéressera évidemment tout le monde qui écoute le décodeur de la com. Alors Christine, tu es la DIRCOM et la directrice des affaires publiques de Sodial. Ça fait une 10aine d'années que tu y travailles. Est-ce que tu peux te présenter déjà toi, en quelques mots? On va revenir sur ton parcours, qui est extrêmement intéressant parce que tu es Madame Food, si je puis dire. Exactement. Marketing, communication. Maintenant, tu as des affaires publiques, et on va en parler parce que je pense que nos auditrices et auditeurs ne savent pas nécessairement ce que c'est. Et puis Sodial, tout le monde connaît sans connaître. Mm-hmm. Bref, je te laisse te présenter d'abord en quelques mots, et puis après tu nous présentes Sodial, s'il te plaît. Et quand on va dire 2-3 marques, tout le monde va dire « Ah, mais je les ai dans mon frigo !» Exactement. Merci beaucoup. Je m'appelle Christine. Je suis mariée et j'ai 2 grandes filles, presque 21 ans et 18 ans déjà. Le temps file, tu sais ce que c'est. J'aime beaucoup ma famille. Donc je tiens à le dire parce que ça c'est important, parce que quand on est engagé dans son métier, il faut trouver de la place pour tout le monde, pour sa famille et soi. Et ça c'est important. Alors merci, tu es la première à me le dire en plus de 300 épisodes. C'est pour ça que je me permets de t'interrompre, Christine. Tes filles, lorsqu'elles étaient plus jeunes, tu étais déjà dans le métier, puisqu'elles ont 18 et 21 ans. Ce sont des jeunes adultes. Elles t'ont beaucoup vu, toi qui as toujours eu des postes à responsabilité, elles t'ont beaucoup vu quand elles étaient louloutes? Elles m'ont beaucoup vu parce que j'ai pris du temps avec elles et parce que j'en avais besoin aussi personnellement. Mais j'ai la chance d'avoir un mari qui est fantastique, que je remercie parce qu'il a toujours été là. C'est un bon papa. 20 ans de mariage cette année, imagine, c'est fou. Mais c'est magique, c'est le bon équilibre en fait qui est nécessaire pour pouvoir faire un métier passion, un métier d'engagement et avoir une famille heureuse. Et ça, c'est important. Comment s'appelle ton époux, qu'on le salue? Ludovic. Eh ben Ludo, on te dit un grand bonjour, 20 ans de mariage, c'est magnifique. Je vois que la première est née hors mariage, mon Dieu. Oui, c'est vrai. Tu comptes bien, Laurent. Mais tu vois, l'amour a été plus fort que tout. L'amour n'est pas une histoire de contrat. Donc, exactement. Donc on est bien d'accord. Bon, ça c'était pour nos amis qui sont très fans de ce genre de choses-là, n'ayant jamais été marié moi-même. Bon, en tout cas, c'est bien que tu le dises, Christine, d'emblée. Pourquoi? Pendant que j'étais en train de monter le matériel, tu me disais que tu avais fait un podcast sur le développement personnel. J'ai toujours très peur de ces choses-là, parce qu'on a toujours beaucoup de bullshit derrière la tête, et pas du tout. Là, tu me parlais de l'équilibre vie pro, vie perso, et j'ai l'impression que pour toi, c'est fondamental. Oui. C'est une raison essentielle parce qu'en fait, si on veut faire les choses bien et faire les choses avec le cœur, c'est important de le faire avec cet équilibre. Si tu es bien dans ta famille, tu es bien dans ton travail. Si tu es bien dans ton travail, tu es bien dans ta famille. Donc, cette recherche d'équilibre, elle est prioritaire. C'est aussi des activités sportives, des activités culturelles, des accompagnements avec de l'entrepreneuriat qui est important pour moi. En fait, la vie est tellement rapide et on a tellement de choses à faire qu'il faut savoir aussi donner du temps à ceux qu'on aime.
Alors, encore une fois, je vais peut-être le dire plusieurs fois, je ne sais pas, j'ai un pressentiment. Tu es la première à me dire ces choses-là. Un aussi haut poste, dans une aussi belle structure. C'est trop rare, évidemment, parce que tu es la première, j'espère pas la dernière. Première question. Quel message tu veux faire passer particulièrement aux jeunes femmes qui sont dans nos métiers de com? Tu sais bien, Christine, la com, c'est un métier de nana. Souvent géré par les hommes. C'est toujours pareil, c'est un petit peu comme la cuisine, tu sais, t'as toujours des chefs, des messieurs, et puis t'as toujours des dames qui sont toujours dans l'ombre. Notre métier est exactement le même. Quel message tu veux faire passer à toutes ces jeunes femmes qui ont 20 ans, l'âge de tes filles, ou qui sont un petit peu plus âgées, parce que c'est difficile de se faire sa place dans ce métier. Je défends personnellement beaucoup la place des femmes, parce que j'ai été élevé par ma mère et par ma tante, et que je suis papa d'une gamine de 13 ans, qui m'en fout, mais que j'adore. Quel message tu veux faire passer aux femmes? On n'avait pas préparé cette question. Non. Et puis, j'ai pas du tout parlé du sujet, mais pour lequel tu m'as convié, mais on y va parce que c'est une porte que tu ouvres et qui est pour moi intéressante. Plus jeune, quand j'ai fait mes stages en entreprise, donc j'ai fait du marketing, tu l'as précisé, et je voyais des femmes hyper engagées, qui passaient à côté de leur vie et qui se donnaient à fond, ce que je trouvais très valorisant pour elles. Mais en même temps, je me dis, mais moi, je veux pas faire ça, je veux pas être comme ça quand je serai grande, c'est-à-dire quand j'aurai un métier en CDI avec mes propres projets, etc. Et je me suis toujours forgé l'idée d'y arriver, c'est-à-dire d'accomplir mes missions professionnelles, mais aussi d'avoir une vie familiale heureuse. Peut-être parce que quand on perd des êtres chers, on se rend compte de la valeur de notre vie, et ça, c'est important. Et donc, savoir se concentrer sur des choses qui sont fortes, comme des moments de vie, des anniversaires. Tu vois, la dernière fois, j'entendais une interview, je sais pas, d'une personnalité qui disait « Ah non, mais j'ai pas de regrets, j'ai raté des anniversaires, mais bon, c'est la vie, etc. » Moi, je me rappelle une fois, ma toute dernière, je rentrais de Paris, et j'ai jamais raté un anniversaire, et le train a eu du retard. Et je suis arrivée à 11h30, 23h30 le soir. Elle était presque endormie. Elle était toute jeune. Et j'étais là quand même. Je me suis dit, je l'ai pas raté, même si j'ai raté le grand moment, mais je l'ai pas raté. Et tu vois, en fait, ça, c'est des choses où il faut s'imposer un petit peu de priorité dans son travail pour que sa vie personnelle soit épanouie et que, avec les enfants, mon mari, en fait, on trouve la place de chacun. Et pour moi, c'est l'équilibre, tu le disais, mais l'équilibre, cette joie de travailler, de s'investir dans des métiers passion, comme je le disais, et en fait, si dans ta famille, en fait, c'est mal vécu, c'est pour ça que je les remercie, c'est pas agréable. Donc merci à eux. Je comprends que tu les remercies. Moi qui suis entrepreneur depuis 15 ans, 25 ans d'agence, j'ai toujours fait ma vie en agence. Je suis rentré dans la com par le plus grand des hasards. Et moi, j'ai fait le deuil de ma vie personnelle depuis que j'ai monté ma boîte. Parce que, et on va en parler, tu les connais, ces entrepreneurs, alors qu'ils sont dans un milieu très spécifique, le tien. Je ne dis pas ce dont ils retournent parce que je vais te laisser présenter la maison Sodial. Mais je sais que je suis certainement de la dernière génération où, justement, on se dit, en fait, je fais le sacrifice ultime pour ma famille, pour ma gosse, etc. Je pense que c'est une énorme connerie avec le recul aujourd'hui et que tu as très bien fait de choisir cet équilibre vie pro, vie perso avec l'homme de ta vie, en l'occurrence Ludovic, que l'on resalue. Tes deux louloutes qui sont maintenant des grandes et belles jeunes femmes. Et qui vont certainement faire de la com. Alors là, mais différemment. Alors, félicitations à elles, courage les filles, vous verrez. Ludovic n'est pas dans la com. Eh ben écoute, figure-toi qu'il était dans sa vie passée, il était ingénieur du son pour des réalisations, des doublages de films. Et quand il m'a suivi dans mes périples, puisque moi je l'ai amené faire le tour de France pour suivre mes différents métiers, mes différentes expériences professionnelles, il s'est adapté. Et il est devenu auto-entrepreneur. Il a monté sa propre boîte. Il fait de la créa, donc il s'est formé. Il fait du motion design, il fait plein de choses en créa. Donc ce qui nous permet de bien nous compléter, tu vois, sur des sujets hyper intéressants. Et donc lui, il a suivi les aventures et il s'est adapté. Et c'est comme ça aussi que, tu vois, la vie, elle se fait. C'est ça qui est génial. C'est que, en fait, quand tu trouves quelqu'un avec qui tu es en harmonie, en fait, les choix que tu fais, tu les fais et ça a du sens pour les deux. Alors, ça n'a pas toujours été facile, hein. Et si longtemps, il va dire, attends, il a fallu que je me réadapte, j'ai fait de l'apprentissage, il a été formateur, il a eu plein d'autres vies. Mais par contre, il a toujours, tu sais, on fait un peu le mode inversé
de homme-femme, femme-homme, ce qui est génial, parce que sans aucun complexe. C'est-à-dire que je pense que nous, finalement, puisque bon, il faut que je le dise, j'ai fêté mes 50 ans, je me sens comme une génération de trentenaires. Alors, je sais qu'il y a plein de sketchs d'humoristes féminines qui jouent beaucoup là-dessus, mais je m'y retrouve avec beaucoup d'humour. C'est que j'ai le sentiment de comprendre cette nouvelle génération qui veut faire les choses un peu différemment. C'est ça que tu voulais dire, en fait. Mais justement, attends, je te coupe volontairement la parole, on a le même âge. Je vais faire 53 en juillet. Ah, t'es plus vieux quand même. Non. Enfin, je plaisante. Elle est méchante comme une tête. Mon Dieu, Ludo, comment fais-tu? Donc, trêve de plaisanterie. On est cette génération des années 70, toi et moi. On est donc des Gen X, génération X. Finalement, tu as certainement eu des apprentis, tu as 2 jeunes à la maison qui vont suivre les traces de papa et maman. Tu ne trouves pas, Christine, que nous qui avons 50 balais, on n'est plus des vrais jeunes, mais on n'est surtout pas des vioques? On comprend très bien cette génération, parce que finalement, j'ai l'impression que cette génération d'aujourd'hui qui a 20 ans, c'est exactement ce que nous voulions être à notre période, dans les années 90. Nous avions exactement les mêmes envies, sauf que la société n'était pas la même, on n'osait peut-être pas le dire. Et je trouve que cette génération dit exactement ce que nous on pensait. Je me trompe ou Oui, c'est une génération qui est plus libérée, qui a aussi beaucoup de rêves. Parce qu'il y a un problème entre le rêve et la réalité professionnelle quand même quelquefois. Mais moi je me sens assez à l'aise avec cette nouvelle génération parce que il y a une dynamique. En fait, je vais quelquefois, enfin, je peux être en opposition avec certains préjugés qu'on peut avoir sur ces générations qui veulent pas bosser, etc. Moi, je dis non, c'est pas vrai. C'est qu'ils travaillent différemment. Il faut apprendre à les stimuler, à leur amener des sujets. En tout cas, je le vois au quotidien. Moi, j'ai une équipe qui est aussi composée de jeunes. Ils ont d'autres aspirations. Ils veulent composer leur métier différemment. Mais ils sont volontaires, ils sont engagés, ils ont des compétences qui sont bien meilleures, en tout cas certains, que nous à l'époque, parce que aidés par les technologies, par plein de choses. Moi, je considère en fait que dans la génération, il y a des vrais, on va les appeler des pépites, des vrais potentiels qui savent s'exposer à la direction générale. J'ai en tête quelques noms qui se reconnaîtront si elles écoutent ce podcast, qui ont moins peur d'affronter certaines choses, qui sont engagés dans des combats bien plus que je ne l'étais moi à leur âge. Donc pour ça, en fait, c'est très appréciable. Mais quand je suis à leur côté, tu vois, en fait, quand on échange ensemble, je me sens pas en décalage. Alors peut-être que elles le voient, mais moi non. Donc l'essentiel, c'est d'être bien dans ce qu'on est, tu vois, dans sa façon de voir les choses, et après, et puis de toujours être en action. En action, volonté d'apprendre, de comprendre, d'utiliser. Tu vois, on utilise tous dans l'équipe Canva. Alors, je sais pas si c'est bien de le dire comme ça ou pas, mais dans l'agilité, on est dans une société qui produit beaucoup de contenu. En fait, on est quand même dans une agilité de fonctionnement. Les gens sont hyper curieux, ils ont envie, ils proposent, etc. Donc moi, cette génération ou ce lien intergénérationnel là qu'on est en train d'évoquer, moi je le vis pas comme quelque chose de négatif, mais au contraire quelque chose qui stimule et qui nous amène aussi des réflexions positives en fait. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Christine, et en plus ça nous rend jeunes, ça nous permet de rester jeunes. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on ne maîtrise pas, et eux non plus. Et on va pas en faire une pendule. C'est tout simplement 2 générations qui se parlent. Parfois, c'est compliqué de se comprendre. Ça tombe bien, on fait de la communication, donc on est normalement censé pouvoir adapter nos discours et faire en sorte qu'on se comprenne. Mais je trouve ça sensationnel d'avoir cette jeunesse qui te fout un petit coup de pied au cul, aux anciens jeunes que nous sommes et aux véritables jeunes que nous resterons ad vitam. Ouais, ça, après, il faut être lucide. Tu sais, il faudra se dire qu'à un moment donné, on leur donnera les clés, tu vois. On va évidemment saluer messieurs Seguela et messieurs Lévy. J'étais formé chez l'un où ça a du mal à passer la main, hein, Jacques, en te remerciant. Jacques Seguela qui est passé dans les codeurs de la com il y a une petite année. On a parlé de choses passionnantes et je ne m'attendais pas à ça, à démarrer aussi fort. Tu garderas ou tu couperas d'ailleurs. Ah non, je vais garder. Je vais pas me gêner, il manquerait plus que ça. Est-ce que tu peux nous présenter Sodial, s'il te plaît ? Parce que tout le monde connaît Sodial. Quand vous allez entendre ne serait-ce que 3 marques, il y en a une que vous connaissez, que vous avez bu. Ah, mon Dieu, je l'ai dit. Il y en a 2. Bref, je me tais
Explique-nous qui est Sodial, qui se cache derrière Sodial. Laurent, c'est un plaisir et merci de me donner la possibilité de parler de notre coopérative, puisque j'ai la chance, comme tu le disais, de travailler depuis 11 ans maintenant pour la coopérative Sodial. La coopérative Sodial, en fait, c'est une coopérative d'éleveurs qui, il y a 60 ans, se sont unis pour mettre en commun, donc ce sont des éleveurs laitiers qui ont mis en commun leur lait pour acquérir ensemble des outils de transformation et créer eux-mêmes leur propre marque. Et vous ne le savez pas, mais la première marque qu'ils ont créée, c'est aujourd'hui la 4e marque mondiale d'ultra frais. Et cette marque, c'est Yoplait. Donc c'était 1965. Vous imaginez, ce sont des éleveurs qui se sont unis et qui ont eu cette idée ingénieuse. Ils étaient déjà pionniers avant l'heure. Ensuite, alors ça s'est fait pourquoi ? Parce qu'il y avait la concentration de la distribution, qu'il fallait toucher aussi le plus grand nombre et qu'il y avait vraiment un enjeu de valoriser le lait partout sur le territoire. Ensuite, en 71, ils ont créé la marque Candia. Et puis en 2011, ils ont décidé, pour compléter leur gamme, de reprendre une société qui était en difficulté, et des éleveurs également, c'était Entremont. Donc on a 3 marques fantastiques dans le portefeuille, mais on en a plein d'autres, on en a plus d'une 50aine. Et ces 3 marques, en fait, elles appartiennent aux éleveurs. Et je tiens à dire quelque chose d'important, c'est que quand les consommateurs choisissent nos marques, 100% des bénéfices qui sont réalisés par la coopérative, versés, reviennent aux éleveurs et à la coopérative. C'est-à-dire que le modèle est un modèle de mise en commun et de partage de la valeur. Et en ce sens, on comprend mieux pourquoi, quand on est communicant, en fait, travailler pour un modèle qui a du sens, qui fait partie de l'économie sociale et solidaire, en fait, ça donne envie de trouver des manières différentes de dire qu'on est différent. Alors, si je résume les choses pour celles et ceux qui ne connaissent pas nécessairement les coopératives, vous l'avez compris, nous sommes dans le monde du lait, L-A-I-T. C'est un magnifique monde que je connais d'un autre côté, mais on reviendra parce que tu y es passé aussi. Et il n'y a pas de mal à ça et je n'oppose pas nécessairement ces deux mondes. Je trouve ça complètement stupide. Mais comprenez bien une chose, chers auditrices et auditeurs. Ce sont des agriculteurs qui, il y a 60 ans, se sont mis ensemble parce l'union fait la force, tout simplement. On est beaucoup plus fort. La France des années 60 n'est pas celle de 2025, vous l'avez bien compris. Il y avait des histoires de grande distribution qui arrivaient, des Leclerc, des etc., etc. Et pour peser dans le game, ils se sont tout simplement associés, ils créent des marques. Donc la première, tu l'as dit très justement, c'est Yoplait. Je ne savais pas que c'était la 4e marque mondiale. Donc comprenez que des gars qui sont des agriculteurs, qui pour certains ont fait l'amour et dans le pré, sincèrement, les mecs, ils ont le sens du business. Donc comprenez-le, une structure comme Sodial, c'est évidemment une structure qui ne ressemble pas nécessairement à l'entreprise classique. Comment, quand on est dans une structure comme la tienne, qui ne ressemble pas nécessairement aux autres classiques, quand on a des slogans extrêmement forts, marque de coopérative, marque de respect, comment, en tant que DIRCOM, on défend ça ? Parce que, sincèrement, ça t'oblige, si je puis dire. On a un poids sur les épaules, mais quel kiff aussi. Je confirme. Alors déjà, Laurent, quand même, pour te préciser, moi, mon patron, en fait, ce sont 14 000 éleveurs. C'est fou, en fait. Bon, après, bien sûr, il y a une structure, il y a une gouvernance. Mais ce qui est important, en fait, c'est que quand je me lève chaque matin, je pense aux éleveurs de la coopérative. Parce que quand on se bat ou quand on veut travailler sur l'image, la réputation de notre coopérative, c'est pour eux. Parce que c'est leur entreprise, c'est leur coopérative. Donc, la gouvernance, c'est un président, des présidents de région, des présidents de section, c'est-à-dire dans tous les territoires de France, puisqu'on est dans 71 départements. Et c'est une gouvernance par et pour les éleveurs. D'accord ? Donc, il y a une représentativité des éleveurs. C'est une personne, une voix. Donc, tu vois, ça, c'est quand même un modèle qui est quand même à part entière. Après, il y a un comité exécutif, donc des opérationnels comme moi, et un comité exécutif qui est représenté par une direction générale qui va mettre en place un plan stratégique pour accompagner le développement et la valorisation des activités, comme dans toute structure classique. Mais nous, on travaille pour des éleveurs. Alors, comment on fait chaque jour ? Chaque jour, en fait, on se dit comment révéler la différence de notre modèle. La différence de notre modèle, en fait, c'est que, tu l'as dit, et c'est pas par opposition, mais c'est par réalité de modèle, c'est que chez nous, en fait, chez Sodial, déjà, le lait est 100% français, parce qu'il vient uniquement de nos éleveurs laitiers.
Donc, quand on choisit des marques de la coopérative ou des produits de la coopérative, 100% du lait est français. Et il est transformé dans 53 sites de production. Donc, de transformation, que ce soit des fromageries, des beurreries, des laiteries, uniquement en France. D'accord ? Donc, ça veut dire que chaque jour, en fait, on travaille pour l'économie des territoires, l'économie de notre pays et la souveraineté laitière française. Et ça, tu imagines que c'est grand, quand on pèse 20% du lait collecté en France. Alors, tu fais bien de le dire, je l'ai vu sur ton rapport intégré. Quand j'ai vu le 20% du lait en France, je me suis dit, mon Dieu, ces gens pèsent extrêmement lourd. Je ne savais pas pour la 4e marque mondiale d'ultra frais qui était Yoplait. Donc, comprenez bien, chers auditrices, auditeurs, que c'est du lourd et que ce sont des éleveurs, il y a 60 ans, qui se mettent ensemble. Donc, c'est sensationnel. Excuse-moi pour cette parenthèse, mais il faut le souligner. Oui, oui. Et puis, ça veut dire que quand tu pèses autant, ça veut dire que tu as à la fois une responsabilité et à la fois un impact. D'accord ? Une responsabilité, parce que je pense que tu sais qu'il y a un éleveur sur 2 d'ici moins de 10 ans qui partira à la retraite, et donc il y a un besoin de renouveler les générations. Donc quand ce sont les éleveurs qui sont aux commandes, ils se soucient de la transmission de leur exploitation, de l'installation des jeunes et des moins jeunes, parce qu'on a des non-issus du monde agricole qui arrivent aussi dans l'élevage laitier. Il y a une notion aussi d'impact dans le sens où, tu le sais, l'élevage laitier, quelquefois, peut être pointé du doigt par les émissions de méthane, etc. Nous, on dit, on en a conscience, on agit, on s'engage, on a des engagements en matière de durabilité qui sont nombreux et rigoureux. Et en fait, nous, ce qu'on a choisi, c'est pas de faire de la sanction avec nos éleveurs sur leur capacité à réduire leur impact, mais plutôt à les accompagner et les encourager à avoir des pratiques vertueuses. Parce qu'une coopérative, c'est du service et de l'accompagnement pour un avenir qui donne en fait des perspectives à chacun. Comment tu les accompagnes, justement ? Alors, c'est pas moi, tu le sais, Laurent, c'est la coopérative et c'est différentes équipes, en fait, qui identifient comment on peut les accompagner. Donc, je vais te donner quelques exemples. On a été les premiers sur le marché à lancer la prime durabilité, qui est une prime qui encourage les pratiques agricoles en matière de carbone et de biodiversité. On met en place aussi des fermes pilotes qui permettent d'expérimenter de nouvelles solutions pour réduire notre empreinte. Donc tu vois, on investit et on dit attention, on ne peut pas investir tout seul parce que la transition dans les exploitations comme sur nos sites de transformation, ça a un coût. Et bien sûr, là, c'est là où on peut parler d'influence, c'est que derrière tout ça, quand on pèse, il y a aussi un devoir de la société d'accompagner ces transitions environnementales, que ce soit de la ferme jusqu'au produit fini. Et quand on parle de produit fini, on parle souvent d'emballage. Tes éleveurs coopérateurs ou tes éleveurs adhérents, je suis intimement convaincu que la plupart d'entre eux comprennent qu'il faut décarboner leur industrie, entre guillemets, pardonne-moi pour le terme. Mais quand tu les accompagnes, c'est pas toi qui t'en occupe, on a bien compris, mais c'est un véritable enjeu. Et aussi pour la communication, en évitant le greenwashing et toutes ces horreurs qu'on voit sur la durabilité ou la RSE. Mais ils le comprennent, ça, qu'il faut peut-être travailler d'une autre manière. Alors, je vais te donner 2 informations. La première, c'est que nous, on ne communique pas tant qu'on n'a pas fait. Donc, on attend d'avoir éprouvé et à grande échelle pour communiquer, parce que nous, on n'est pas pour se faire mousser, on est là pour faire et faire dans le temps. Et la deuxième chose, c'est que dans le monde laitier, c'était difficile d'aborder la durabilité et la décarbonation en particulier, dans la mesure où le prix du lait n'était pas au rendez-vous. Ça a été des années difficiles. Parce que il a fallu cette coopérative, en fait, on l'a dit, elle a 60 ans, mais elle a joué son rôle social et solidaire pendant des années, c'est-à-dire d'accueillir des éleveurs et des coopératives qui étaient en difficulté pendant très longtemps. Ce qui nous a valu, tu sais, quand on est dans une coopérative, en fait, tout le monde a le même prix du lait, sauf ceux qui sont sous cahier des charges. Mais ça veut dire que quand tu restructures, que tu récupères des outils de production qui sont pas en bonne santé, il faut réinvestir. Et du coup, il nous a fallu du temps pour restructurer notre coopérative globalement. Et depuis 2 ans, la coopérative, grâce à ses efforts par le passé et à la nouvelle stratégie qu'on met en place, avec ces marques qui sont, je le précise, Yoplait, Entremont, Candia, c'est dans 9 foyers sur 10 en France, donc c'est fantastique. Et en fait, on arrive à
à la fois avoir un bon prix du lait et à faire de la redistribution. Je te l'ai dit tout à l'heure, quand tu fais du résultat dans une coopérative, ça va pas dans la poche d'un actionnaire qui est ou dans une famille à droite et à gauche, ou des actionnaires qui sont aux États-Unis ou je ne sais où. En fait, les actionnaires, c'est les éleveurs eux-mêmes. Donc le résultat est redistribué. Et donc, depuis 2 ans, en fait, le sujet de la durabilité peut être mieux adressé avec nos éleveurs, et on l'a fait pour l'adresser par l'encouragement, par la prime durabilité dont j'ai parlé. Tu sais, un éleveur, en fait, quand il est adhérent à la coopérative, en fait, il tient sa propre société. Un éleveur, c'est un entrepreneur qui a sa propre ferme, mais qui a décidé d'adhérer à la coopérative. Donc, ses choix d'orientation sur son exploitation, c'est lui qui les fait. S'il veut pas décarboner, c'est lui qui ne veut pas décarboner. Par contre, nous, on va lui donner toutes les clés pour y aller, l'accompagner. Alors, tu as toujours des réfractaires, mais il y a aussi ceux qui sont hyper mobilisés parce qu'ils se disent, si je veux transmettre demain mon exploitation, les jeunes, ils vont être encore plus en conscience de tout ça. Et donc, en fait, par conviction et parce que le milieu laitier va un peu mieux, et ben en fait, je m'engage à avoir plus d'autonomie fourragère sur mon exploitation, à travailler différemment sur mon exploitation. Et ça commence à fonctionner de mieux en mieux. On le mesure. Et chaque année, dans le cadre de la déclaration de performance extra-financière, on mesure en fait nos engagements. On est SBTi, comme beaucoup d'entreprises, mais en fait c'est quelque chose qui nous permet en fait de nous donner un cap. Et je peux même te dire que les éleveurs de la coopérative, dans le cadre de notre nouveau plan stratégique, ont voté quelque chose qui est fort pour nous, c'est de mettre la profitabilité au même rang que la durabilité. Et ça, c'est un vrai tournant. Un vrai tournant parce que nous, on se dit que l'un ne va pas sans l'autre. Et si on veut être là demain, il faut que les deux sujets fonctionnent ensemble. Je suis sans voix quand tu me dis que profitabilité égale durabilité pour tes adhérents, en tout cas qu'ils le comprennent. Pour une raison très simple, c'est que la profitabilité, je les connais ces petits entrepreneurs, hein. J'étais éleveur de porc une partie de ma vie. Donc je sais à quel point ils galèrent. Allez, on va dire les choses clairement, c'est pas facile d'avoir une exploitation, c'est pas facile d'être éleveur, d'être agriculteur. Ce sont des métiers, alors on les voit uniquement dans l'amour et dans le pré, et en février quand on a le SIA, le Salon international de l'agriculture. Ce sont les seuls moments où on voit ces femmes et ces hommes qui se lèvent tôt le matin, qui se couchent très tard, et puis qui sont qui s'occupent de leur exploitation H24, 365 jours par an. Mais ce que je trouve très très fort, c'est qu'ils ont compris bien plus vite que certaines War Company qu'il n'y avait pas de profitabilité, donc tout simplement un futur, sans durabilité. Alors je te dis pas que de manière unique, c'est-à-dire les 14 000, ils ont ça dans le... on est d'accord. Par contre, au niveau de la gouvernance de la coopérative, ça a été validé comme notre ambition. On est d'accord, mais ne serait-ce que valider cette ambition-là, auprès de 14 000 personnes, déjà quand tu as 4 ou 5 actionnaires, tout le monde s'entend pas nécessairement très bien. Quand on a 14 000 et il doit y avoir quelques caractères dans les 14 000 adhérents, je trouve que c'est sensationnel. Donc finalement, je dis pas que tout le monde va adhérer à la chose. Et évidemment, il y aura toujours des gens qui vont traîner un petit peu des pieds, tu le sais bien, puis on est des Français. Oui. Voilà, ça sert à rien. Mais on n'a pas le choix puisque il y a un tu mouvement. l'as dit. Mais oui, il y a un mouvement, le mouvement est en marche. Donc je trouve ça sensationnel. Et puis il faut pas non plus oublier qu'il va falloir que certaines exploitations soient reprises par des plus jeunes qui sont eux beaucoup plus touchés, beaucoup plus qui comprennent ça un petit peu mieux, c'est plus dans leur ADN. Donc il y a pas le choix et on ne peut pas transmettre une exploitation qui est franchement dégueulasse et qui est carbonée à gogo comme il y a 40 ans. Tout simplement. Ça pourra plus être le cas. Et puis, tu sais, le constat qu'on fait aussi, c'est que décarboner, ça a aussi un impact économique positif. Donc, il faut pas toujours se dire que décarboner, ça a un coût. Voilà, c'est la fin de la première partie de l'épisode en compagnie de Christine. Elle revient très très vite. Ciao, ciao.